démarrer avec la nouvelle version de Courrieleur. C'est quelque chose qu'on fait quand même régulièrement pour ceux qui ont soit pas vu la plateforme ou ceux qui seraient intéressés à commencer avec nous. Donc, en gros, aujourd'hui, on va passer à travers les étapes et un survol de base sur le compte. Donc, comment euh, bien setuper son compte pour arriver à envoyer sa première campagne. Donc, on va passer par euh, l'importation, l'organisation des contacts, la création et personnalisation d'un gabarit, les tests, la création de formulaires et aussi avec certaines nouvelles fonctions qu'on a dans l'application comme la gestion de votre marque. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alex Detuita, je suis directeur succès client chez CakeMail et Courrieleur. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, CakeMail et Courrieleur, on est la même compagnie, c'est en fait le même produit, c'est juste Courrieleur et notre branding euh, québécois. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre démonstration et on va commencer ici. Donc, par exemple, si j'ai créé mon compte, je me retrouve aussitôt que j'ai activé le tout, je me retrouve dans mon tableau de bord. Pour ceux qui sont des clients existants, c'est juste de vous connecter avec votre login et mot de passe que vous avez en utilisant l'URL app.courrieleur.com et toutes les informations de votre compte au niveau des listes, des gabarits, les campagnes, les stats vont être migrés dans ce compte. Alors, on va commencer avec, euh, disons, appelons ça le setup du compte. Donc, je vais aller dans mes paramètres ici à droite et je vais aller cliquer sur compte qui va me donner tous les paramètres que je peux avoir. Donc, ici, on a notre profil d'entreprise. Les informations qui sont sur cette page vont aussi être les informations que nous allons prendre pour euh, l'adresse euh, quand on ajoute le désabonnement au bas d'un courriel, ça prend une adresse postale aussi dans tous les envois. Donc, c'est par ici que nous allons tirer pardon, l'information. Donc, bien important d'avoir une adresse valide ici, l'adresse évidemment de votre entreprise ou entité. Euh, on a l'option aussi d'ajouter un logo. On verra un peu plus tard. L'ajout du logo ici servira à personnaliser certaines pages, comme par exemple les formulaires, si c'est des formulaires hébergés en ligne, ou aussi une page de désabonnement si on a des intérêts. Donc, je vais aller chercher un logo ici sur mon ordinateur. Donc, par exemple, j'ai ma compagnie ici, mon traiteur, j'ajoute mon logo et ensuite, toutes les informations sont valides, donc je peux passer à une étape suivante. Donc, ici, j'ai dû ajouter un mauvais fichier, mais on repassera ensuite avec un autre logo. Ici, nous avons euh, la page des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, par contre, on peut en avoir, basé sur le type de plan que vous avez, on peut en avoir aussi un nombre illimité. Par contre, euh, d'ici peut-être la fin de l'année, nous allons aussi ajouter l'option de permission par utilisateur de façon plus granulaire qui va venir par la suite. Ensuite, ici, nous avons euh, nos expéditeurs. Par défaut, l'adresse qui a créé le compte ou l'adresse auquel qui a un utilisateur au compte est déjà approuvée pour être une adresse expéditrice. Si c'est une autre adresse qui va être en train d'envoyer vos infolettres, on va utiliser le bouton ici Ajouter un expéditeur pour euh, pouvoir le sélectionner lorsqu'on est prêt à faire notre envoi. C'est juste une fonctionnalité de sécurité pour s'assurer évidemment que vous
détenez un accès à cette adresse courriel-là et vous protéger contre quelqu'un qui pourrait être en train de d'essayer d'usurper peut-être votre identité. Euh, voilà. Donc ici, on continue. On a la liste de suppression. Ici, vous pourrez voir toutes les personnes qui vous ont marqué comme spam quand ils ont reçu un courriel. Donc, quand on reçoit un courriel dans les euh, providers de boîtes courriel, appelons-les disposables parce qu'on peut les créer gratuitement et rapidement et ensuite s'en débarrasser. Euh, Si une personne reçoit un de vos courriels à cette adresse-là, par exemple comme Gmail ou Outlook, et on clique sur Spam, on a de notre côté des boucles de rétroaction qui ramènent ce contact dans cette liste. Si une personne se retrouverait dans la liste de suppression, ceci veut dire que peu importe le nombre de listes que vous allez créer ou le nombre de fois que vous allez vouloir l'importer, cette personne ne recevra jamais de courriel tant et aussi longtemps qu'elle reste dans cette liste. On va aussi ajouter la source d'où ce que ça vient aussi. On a un nouvel onglet pour les exportations. Donc, quand on fait une exportation dans un compte ici, on aura le log de quel utilisateur a fait l'exportation, qu'est-ce qu'il a exporté et le nombre de contacts aussi qui sont là. Euh, je vais juste aller rajouter un logo avec une autre image. Bon, voilà, pas le bon format. On va utiliser ça pour aujourd'hui. C'est pas merveilleux, mais voilà. Alors, on passe à l'étape suivante de le setup de compte. Il y a certaines personnes qui vont utiliser cette fonction-là et d'autres non. L'étape des formulaires, ça vous permet de connecter un formulaire sur votre site web à une liste de contacts de courrieleurs. Donc, on procède en cliquant sur le petit plus ou le bouton Créer le formulaire. On peut le nommer. Donc, moi, je peux mettre formulaire site web, par exemple, et je peux le lier à ma liste de contacts. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner le type de consentement que je veux pour ma liste. Donc, est-ce que je veux un consentement avec confirmation ou consentement simple? Consentement avec confirmation veut dire je m'inscris au formulaire, je clique sur le bouton m'inscrire et ensuite je vais recevoir un courriel qui va euh, avoir un lien de confirmation dedans et je ne serai pas ajouté à la liste tant que je n'ai pas cliqué sur ce lien-là. Sinon, il y a le consentement simple qui veut dire je m'inscris via le formulaire, je suis automatiquement ajouté à la liste. Bien évidemment, on recommande fortement le consentement avec confirmation. Ça va aussi éviter qu'une personne mette l'adresse courriel de quelqu'un d'autre, par exemple, via un formulaire ou des trucs comme ça. Donc, euh, toujours plus recommandé à ce niveau-là. Alors, une fois que j'ai sélectionné ceci, on peut voir que mon formulaire ajoute mon logo aussi. Ça, c'est euh, la version en ligne que je peux utiliser. Donc, je peux juste cliquer ici pour obtenir l'URL et je me retrouve avec une version en ligne déjà hébergée par le système. Donc, si j'ouvre une nouvelle boîte et que j'ajoute, donc je vois à quoi ça va ressembler. Je peux aussi aller le personnaliser en cliquant sur modifier le formulaire et à partir de là, si je veux remplacer euh, disons, du texte ou euh, changer des champs ou en rajouter, peut-être rajouter un paragraphe de texte, tout ça, c'est possible. Il y a un attribut ici que je trouve bien intéressant, que je pense que beaucoup de gens n'utilisent pas, euh, mais ça s'appelle un attribut caché. Et ce qu'un attribut caché peut faire, c'est qu'il peut aller passer une valeur dans votre liste sans que la personne qui s'inscrit le voit. Donc, par exemple, si je veux avoir une trace de la source de où ce que mon formulaire viendrait, je pourrais utiliser, par exemple, un champ de valeur caché pour
déterminer la source de où est-ce que ça vient. Par exemple, si c'est la page d'accueil, puis on aurait un autre formulaire sur une landing page qu'on aurait créée un peu plus tard, on serait capable de comparer, puis une fois la personne s'inscrit, euh, ça se met à jour dans la liste automatiquement. Donc ça, on parlait du formulaire lié en ligne. On a le formulaire intégré. Formulaire intégré, c'est le même principe. On peut modifier le formulaire comme on vient de voir. Par contre, ici, on obtient le code qu'on peut aller ajouter à notre site web et l'intégrer directement à notre page. Donc, une façon nous permet d'avoir plus de flexibilité à ce niveau-là. Par contre, ça demande un peu de notion HTML et l'autre va juste vous créer une page hébergée automatiquement pour vous. Ces pages-là sont maintenant un peu modifiables à l'aide d'une option qu'on a créée ici. Euh, dans vos paramètres, on a la section marque qui vous permet de personnaliser les pages. Donc, on peut ajouter notre logo ici. Donc, je peux aller sélectionner mon logo. J'en avais un autre par défaut, pas par défaut, mais que j'avais importé dans mon compte. On peut définir la taille et d'autres options comme des couleurs, les couleurs de texte, les boutons, tout ça, couleur de fond, d'arrière-plan est aussi possible. Donc, ça, c'est possible pour les pages d'activation. C'est possible aussi pour les courriels d'activation. Donc, si je veux personnaliser mon courriel de confirmation, c'est possible via cette page-ci. Une fois que je suis satisfait du résultat de ma marque, je peux ensuite passer à l'étape des contacts. Donc, me voici dans mon nouveau compte, je n'ai pas de contact, je vais aller importer ma liste de courriels. Il y a deux façons de le faire. On peut le faire avec un fichier CSV ou bien on peut copier et coller à partir d'une feuille Excel. Chose bien importante, quand j'importe une liste, ma première rangée dans le haut va avoir le nom que je veux donner à mes colonnes. De cette façon-là, quand on fait l'import, ça peut être identifié automatiquement. Alors, moi, j'en ai créé une aujourd'hui, une feuille. Donc, le système va aller détecter, j'avais une colonne courriel, j'avais une colonne prénom, j'avais une colonne pour le nom et une colonne pour la ville. Donc, si je suis satisfait, je peux continuer ou si je ne désire pas importer des colonnes, je peux simplement les décocher pour ne pas les importer. Alors, on va de l'avant, on confirme évidemment qu'on a les permissions avec toutes les lois que nous avons. On arrive ici, on a le résultat. Donc, on avait trouvé deux contacts lors de l'importation et deux ont été ajoutés. S'il y aurait eu une erreur de syntaxe, un saut de ligne, une ligne qui n'aurait pas eu de courriel, on aurait eu ici un rapport d'erreur qui vous dirait allez vérifier telle ligne de votre fichier, il y a un problème avec peut-être l'adresse ou il manque un courriel ou quelque chose est invalide, donc on vous donne le type de problème aussi. Une fois que ma liste est importée, maintenant je peux revenir à mon onglet de contact et je vois ici euh, mes deux contacts que j'ai ajoutés. Si je clique dessus, j'ai aussi accès au profil de cette personne-là. Donc, ça nous permet d'aller un peu plus en personnalisation si jamais on veut voir des choses. Euh, pour un membre en particulier, on peut voir les courriels le nombre de courriels qu'il a reçus depuis qu'il est inscrit à la liste. Même chose pour les ouvertures et les clics. Si on clique sur l'activité, on aura aussi une activité euh, détaillée de ce qui s'est passé tout au long de son inscription. Donc, est-ce que cette personne a ouvert telle campagne? Est-ce qu'il a cliqué? Évidemment, on l'a dans nos statistiques de campagne, mais ça, c'est une façon si on veut rechercher quelque chose pour une personne en particulier. On a ici un, un sélecteur qui nous permet, dans le cas qu'on aurait plusieurs listes, de les avoir ici, de pouvoir les rechercher. Et dans le deuxième sélecteur, on va retrouver nos segments si on en a. Donc, un segment,
Tu sais, si on veut juste filtrer notre liste, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai importé euh, le prénom, le nom, la ville. Donc, si je sélectionne ici, j'aurais voulu faire, par exemple, un segment avec tous les membres de ma liste qui viennent de la ville de Laval. Donc, je pourrais avoir mon groupe, puis on voit aussi ici que mon segment s'est mis à jour. On pourrait ajouter des conditions, une deuxième condition avec l'option d'avoir un et un ou pour aller chercher plus de flexibilité pour avoir des gens dans notre groupe. Par exemple, si je voudrais quelqu'un qui vient de la ville de Laval et s'appelle Alex, ou sinon ça pourrait être ou. Donc, tous ceux qui sont dans la ville de Laval et tous ceux qui sont peut-être pas dans la ville de Laval, mais qui s'appellent Alex aussi, seraient ajoutés dans ce groupe-là. OK? Donc, nous voilà juste ici. Euh, on va regarder aussi dans une liste, on a ce qu'on appelle des paramètres. Des paramètres dans la liste. Premièrement, la première page nous permet d'ajouter des attributs. Et ça aussi, comme vous avez vu, ça s'ajoute automatiquement lorsqu'on fait l'import. C'est juste une autre place où ce qu'on peut le faire. On a le concept d'intérêt. Donc, un intérêt, par exemple, moi, j'aimerais faire une infolettre qui parle de piano et une deuxième infolette qui parle de guitare parce que je suis, par exemple, une compagnie qui vend des instruments. Donc, je pourrais aller créer mes intérêts et les sauvegarder ici. On a l'option aussi d'avoir une visibilité publique et privée. Donc, vous avez aussi la possibilité de créer des intérêts qui ne sont pas visibles lorsqu'une personne va cliquer sur le désabonnement. Donc, je vais vous expliquer ou vous montrer un peu plus à quoi ça va ressembler. Si je clique sur prévisualisation, par exemple, juste ici, on va avoir la génération de notre page. Donc, j'ai mon adresse courriel, j'ai mes intérêts ici. Et donc, euh, si je clique maintenant sur un lien de désabonnement, j'ai l'option de m'abonner ou me désabonner à des intérêts, ainsi que me désabonner complètement de la liste si je suis plus intéressé à recevoir euh, des courriels de cette entité. Donc, c'est juste une façon de donner l'option à nos abonnés de peut-être sont peut-être pas intéressés à recevoir toute l'information qu'on envoie. Et de cette façon-ci, on va peut-être leur envoyer moins souvent de l'information, mais ils vont quand même rester abonnés à nos listes. Donc, euh, toujours des façons d'améliorer la communication avec les clients. Et finalement, on a nos paramètres de liste où ce que je peux mettre un expéditeur par défaut. Dans le fond, ce que ça va faire ici, c'est quand je vais pour créer mon infolettre, je vais avoir la, la colonne de l'expéditeur déjà présélectionnée avec l'adresse courriel que j'ai mis. Ça ne change pas vraiment grand-chose, c'est juste pour vous sauver du temps, parce que quand vous arrivez à cette étape, vous pouvez toujours le modifier si vous voulez. Et aussi la langue associée à ma liste par défaut. Donc, si je veux que mes courriels de confirmation, mes courriels euh, de bienvenue, tout ça, reflètent la langue que je veux, je peux sélectionner la langue qui appartient à ma liste ici. Ensuite, on a les pages de destination personnalisées. Par défaut, nous, on génère une page de merci après l'abonnement ou le désabonnement. Si vous souhaitez euh, les renvoyer vers une autre page ou une page de merci que vous avez créée sur votre site web aussi, euh, c'est possible en ajoutant l'URL que vous souhaitez utiliser à partir d'ici. Alors, passons un peu plus à l'action. Donc, la création de notre première infolettre. J'arrive ici, je peux encore une fois cliquer sur le plus. J'ai un bouton ici où dans Créer, on a la création pour une campagne. Donc, par défaut, on offre
un peu plus que 700 courriels qui sont optimisés pour toutes sortes d'écrans différents. Par exemple, que ce soit en mobile ou en tablette, tout ça, ça fonctionnerait. Donc, je vais aujourd'hui, pour vous montrer, je vais partir de zéro, qui est essentiellement le même éditeur que si j'aurais sélectionné un gabarit. Donc, j'arrive ici et on a à droite, comme vous pouvez voir, trois types de, d'options. On a les paramètres qui vont servir à déterminer la largeur de mon infolettre. On recommande fortement de le laisser à 600. C'est celle qu'on détermine qui s'ajuste le mieux selon les types d'écran et la façon qu'on code l'éditeur. On peut setter un alignement de contenu par défaut, par ici, ainsi que les couleurs d'arrière-plan et les couleurs de zone de contenu. Donc, on voit le milieu ici, qui est notre zone de contenu, et l'arrière-plan complet, qui va de bord en bord de notre infolette. On pourrait aussi mettre une image de fond si on le souhaite. Il faut savoir juste avec les images de fond, avec les versions desktop de Outlook, c'est un peu plus euh, différent. Dans certaines versions, ça fonctionne. Des versions plus anciennes, ils enlèvent par défaut le code pour les images de fond, fait que ça va juste tomber sur un fallback de fond de couleur que vous allez mettre. Je vais juste remettre ça à des couleurs en blanc ici. On a ensuite les blocs. Les blocs, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut créer le squelette, disons, de mon infolette. Donc, par exemple, si je planifiais mettre un en-tête, une image en dessous et ensuite peut-être une zone texte-image. On a plusieurs blocs qui sont offerts, qui vous offrent la flexibilité pour pas mal aller créer n'importe quel look que vous souhaitez avoir. Alors, je vais juste y aller ici, puis en créer quelques-uns pour vous montrer. Et une fois qu'on est satisfait avec notre squelette, on peut aller chercher les blocs de contenu pour les ajouter dans les zones que je veux. Par exemple, si dans le haut, moi, j'aurais voulu mon logo dans le haut. Ensuite, j'aurais mis peut-être un titre pour mon paragraphe et j'aurais peut-être suivi avec un bloc paragraphe, une zone image et pour terminer, j'aurais mis euh, bloc de réseaux sociaux. Donc, je passe par ici, je vais chercher mon logo. Je peux cliquer sur téléverser, aller chercher mon logo, l'ajouter à l'infolette. Je peux aussi l'importer. Je peux importer via des liens URL de Facebook, Dropbox, Google Drive, etc. Et on a aussi une recherche de photos gratuites qui vous permettent d'aller chercher des photos qui ont une licence déjà qui vous permettent de l'utiliser. Et c'est une banque de 500 000 images qui sont disponibles. Pour aujourd'hui, je vais utiliser la mienne. Et voilà. Donc, j'ai ça ici, j'ai mon logo. Hop, je l'ai importé. Peut-être quand je l'avais formaté, il était un peu trop gros. Je peux juste cliquer ici puis jouer avec la taille de mon logo. Je peux aussi jouer avec l'alignement de mon logo. Et on continue comme ça. Chaque fois qu'on clique sur une zone, vous voyez ici, la zone est sélectionnée en bleu. On voit à droite les propriétés de cette zone sélectionnée en bleu. Euh, donc, j'ai ici euh, la modification de l'image si jamais je veux la changer. J'ai le texte alternatif. Le texte alternatif nous permet, par exemple, quand je reçois un courriel dans Outlook et je survole ou je place mon curseur sur une image, il y a un petit texte qui apparaît. Si j'en mets pas, c'est pas grave, mais la bonne pratique, c'est de toujours en mettre un. On peut mettre un lien. Donc, si je veux rediriger, si on clique sur le lien, je veux rediriger vers ma page web, c'est une possibilité aussi.
ainsi que les options du bloc pour l'espacement. Donc, espacement à gauche, espacement à droite, espacement vers le haut. Donc, ça permet de jouer avec le look de mon gabarit. Ensuite, même chose pour les blocs de texte. On voit ici les types de titres différents. Donc, H1, H2, c'est des styles différents, des grandeurs différentes. La police qu'on veut utiliser. On voit ici une liste de polices. Les polices qui sont ici sont les polices qui fonctionnent dans tous les systèmes qui existent. Des fois, on a des demandes pour ajouter des fontes. Malheureusement, on ne les ajoute pas parce que si on ajoute, par exemple, une Google Font à un courriel, euh, Outlook n'a aucune idée c'est quoi, donc vous n'aurez pas une façon possible de gérer le look ou le style de votre infolettre à travers toute votre banque d'abonnés. Ensuite, comme je dis, je vais passer juste rapidement. On peut jouer avec les tailles de la police, le texte, les liens, encore une fois, l'alignement. Vous allez voir pour les blocs de paragraphes, on peut aussi jouer avec les interlignes. Donc, dans le cas que j'aurai une deuxième ligne, chaque fois que je joue, je peux rapprocher ou éloigner mon texte comme ça. Je peux aussi jouer avec l'espacement. Certains pour les titres, des fois, ça saute à l'œil. Et la direction du texte, malgré que pour nous, c'est pas vraiment nécessaire, c'est plus nos clients à l'international qui utilisent ça un peu plus. Ensuite, on parlait des blocs de contenu. Par contre, si vous voyez ici, quand je surligne, j'ai la ligne aussi qui peut être sélectionnée. Donc, si je clique, j'ai euh, un nouveau set de propriétés qui apparaissent. Donc, on a les couleurs d'arrière-plan de la ligne, qui est comme une des options. On a les couleurs du contenu qui est disponible. Encore une fois, l'alignement vertical qui est possible. On peut arrondir les coins. Donc, plus ce chiffre augmente et plus mes coins de la boîte, comme vous voyez, deviennent ronds. Ensuite, on peut jouer avec les bordures. Les bordures, par exemple, si j'irais chercher peut-être une bordure noire sur chaque côté, par exemple. Et ici, je vais juste augmenter les pixels pour que ça puisse être visible. Et comme vous voyez, on peut jouer, puis encore une fois, aller chercher un petit look euh, qu'on veut. Si on procède euh, pour les prochaines options, je vais passer un bloc à deux sections pour que ce soit plus facile d'expliquer. Sur les versions mobiles, habituellement, comment ça fonctionne, le code responsive, c'est que la boîte à gauche va s'empiler au-dessus de la boîte à droite et ces options-là vont être possibles par défaut. Pardon. Si j'active cette section-ci, quand je vais recevoir mon courriel en mobile, les deux sections vont rester côte à côte et ne vont pas s'empiler. Si j'active la deuxième, on va inverser l'ordre des piles. Donc, on va avoir mon paragraphe qui s'affiche en premier et mon image qui s'affiche par la suite. Donc, c'est juste des contrôles qui vous permettent de, tu sais, si jamais vous voulez faire des choses d'une façon ou d'une autre, on ajoute des manières différentes de le faire. Euh, en continuant de parler du mobile, du responsive, on a aussi les options pour masquer certaines sections. Donc, si je veux masquer cette section sur le mobile, le desktop, par contre, quand je vais recevoir mon infolettre en desktop, cette section-là ne va pas exister pour moi. Et même chose peut être faite pour le mobile. Donc, on peut y aller et à l'aide de ce petit bouton ici, ça sert à dupliquer une section. On va pouvoir, par exemple, la première, je vais la masquer pour mobile et la deuxième, on va la masquer pour desktop. Donc, on voit ici, en ce moment, on est en train de prévisualiser dans le haut la version bureau, mais je peux aussi prévisualiser la version mobile et on voit ici
que c'est embrouillé, donc ça ne sera pas disponible pour moi si je l'ouvre à partir de mon téléphone cellulaire. Euh, on continue dans les conditions. OK? Dans les conditions, on a ici un bouton qui nous permet d'ajouter une condition. Une condition, ça sert à afficher une section si, euh, si je réponds à un certain critère. Donc, on en a créé une par défaut. Dans ce cas-ci, c'est si mon contact parle français seulement. Donc, si mon contact parle français, affiche cette section-ci. Sinon, affiche pas la section. Donc, ça fonctionne avec les informations qui sont dans la liste. Dans d'autres webinaires, on ira plus en profondeur là-dessus. Par contre, ce que ça fait, si je vais dans la prévisualisation de mon courriel ici dans le haut, euh, je peux afficher les contacts qui n'ont pas français dans leur langue, dans leur liste de contacts sous l'attribut ou le champ langue, vont voir l'infolette comme ça. Et ceux qui ont français dans la langue vont voir mon courriel de cette façon-ci. On a aussi l'aperçu du mode sombre, de quoi ça a l'air pour ceux qui ont le dark mode, le fameux dark mode maintenant, dans les courriels. Donc, bien important de toujours valider ça aujourd'hui. Là, on a été avec un exemple qui existait. On aurait pu modifier la condition. Donc, en utilisant notre nomenclature, on a aussi des articles de blog et des articles de support là-dessus qui vous expliquent comment le faire. Ça aurait pu être n'importe quoi. J'aurais pu écrire si la ville, par exemple, égale Laval. J'aurais pu enlever le reste. Puis là, si je corresponds à la ville de Laval, j'aurais vu ce bloc-là. Et si je correspondais à Montréal, j'aurais rien vu. Ou bien j'aurais pu le dupliquer. Puis ici, changer la condition et la modifier pour Montréal, pour le deuxième, par exemple. Fait que ça, c'est un peu le contenu dynamique. Je sais, ça peut paraître un peu plus complexe en premier lieu. Donc, comme je vous dis, on repassera là-dessus à un autre moment dans un webinaire où ce qu'on fait plus la création de contenu et tout ça. On poursuit dans nos blocs différents. On a le bloc des listes. Les blocs des listes vont nous permettre de faire sur le côté des petits bullet points, si on veut. Donc, encore une fois, si je me fie à l'exemple des villes, voilà. Donc, j'ai mes petits points ici. Je peux changer le style. Je peux changer la fonte, la police, tout ça. Vous pourrez voir tout ça en jouant avec l'éditeur. On a ensuite le bouton et c'est bien important de voir quand vous voyez ici, je bouge où ce que la ligne plus bleu foncé va être, ça va être là où ce que mon bouton va être rajouté ou n'importe quel type de contenu que j'ajoute. Donc, si je le mets ici dans le haut, j'ajoute mon bouton ici. Je peux, par exemple, ajouter mon lien, mon URL. Je peux jouer avec les couleurs encore une fois, comme on disait tantôt, l'alignement, les espacements et les rayons de bordure. Donc, encore une fois, si je monte ma bordure plus haute, mon bouton devient plus rond. Plus je m'approche de 0, plus mon bouton devient carré. On peut jouer avec les couleurs de la bordure aussi pour aller chercher un look. Encore une fois, toutes des façons, dépendamment sur comment vous voulez créer tout ça. On a le bloc de séparation. Le bloc de séparation, c'est simplement une ligne euh, qui est souvent plus esthétique qu'autre chose. On peut, en modifiant la taille de la ligne, on peut la rendre plus large, plus épaisse. Euh, voilà. Encore une fois, toutes des façons de personnaliser. Finalement, on a notre bloc des réseaux sociaux. Donc, si je suis intéressé à mettre dans le bas peut-être de mon courriel mes réseaux sociaux, on peut aller premièrement choisir des boîtes différentes pour sélectionner un style qui me convient. J'ajoute ici
les liens qui fonctionnent avec moi et je peux aussi supprimer ou ajouter les types de médias sociaux que j'utilise pour mon entreprise. Donc, on a une liste ici. Si jamais le média social, il y en a un nouveau qui sort et qu'on ne l'aurait pas ajouté, habituellement, on est assez vite pour les ajouter. Si jamais il ne serait pas là, on peut sélectionner le bouton Ajouter un icône personnalisé et l'icône personnalisée, on irait modifier l'image. Donc, je pourrais aller chercher mon petit logo puis le rendre en icône de médias sociaux, par exemple. Encore une fois, l'alignement, les espacements des boutons, le remplissage et tout ça. Donc, le dernier peut-être que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le bloc URL vidéo. Donc, l'URL, on peut aller coller notre URL de vidéo de YouTube ou Vimeo et le système va prendre un premier, euh, un premier frame du vidéo. Donc, le début du vidéo avec un petit bouton play. Quand on clique dessus, ça va loader notre page de vidéo, tout ça. OK? Donc, ça, c'est juste un survol rapide de la création d'infolettes. Une fois que je suis satisfait, bien important, je clique sur sauvegarder. Si on ne le fait pas, la sauvegarde se fait quand même automatiquement, mais toujours vaut mieux de le faire par sécurité. Si je suis satisfait, je peux aussi enregistrer ce travail-là comme gabarit. De cette façon-là, je pourrais peut-être repartir de ça. Donc, on va aller voir ça dans une petite minute. Je peux m'envoyer un courriel de test à moi, à plusieurs personnes. On peut sortir ou on peut complètement changer de point de départ. Donc, si je voudrais retourner à mon point de départ, on voit ici, on a nos gabarits professionnels comme on avait. On a maintenant mes gabarits parce qu'on vient de créer un super gabarit ici. Et je veux repartir de ça pour mes futures campagnes. Donc, quand je veux pour créer une campagne dans le futur, je peux juste repartir de ça et ça va aller chercher mon template de la façon que je l'avais laissé quand j'étais satisfait avec ça et commencer de travailler à partir de là. Si je suis satisfait, on peut cliquer sur Continuer. On passe à l'étape finale. Étape finale, je vais mettre un titre dans mon gabarit. Ce titre-là est un titre pour référence interne. Donc, référence interne, je vais le voir dans ma liste des campagnes. Donc, première campagne, par exemple. Et on peut aller mettre une ligne d'objet. Si je manque d'inspiration, on a un générateur de sujets fait avec l'intelligence artificielle. Ici, évidemment, je n'avais pas beaucoup de contenu là-dedans et ça a été chercher euh, le texte qui était là par défaut. Donc, je pourrais aller sélectionner ma liste. Ici, je peux aller sélectionner mes intérêts ou bien mes segments si j'en avais créé, si je les avais sauvegardés. Ensuite, l'adresse, le nom de l'expéditeur. Donc, par exemple, si j'envoie de courrieleur et l'adresse expéditrice, comme je vous ai dit, euh, l'utilisateur par défaut est là. Par contre, on peut en rajouter d'autres et si j'en aurais ajouté d'autres, ils seraient retrouvés tous ici dans la liste. Une fois que c'est fait, je peux aller envoyer dès que possible. Je peux le programmer pour plus tard. Et aussi, dernière chose que j'ai passé au-dessus, c'est on peut ajouter des UTM à la campagne. Donc, si on utilise des plateformes d'analytics sur nos sites, par exemple comme Google Analytics, Plausible, d'autres systèmes comme ça. On peut ajouter ici, configurer nos UTM pour avoir un suivi supplémentaire de ce qui se passe une fois que euh, le subscriber se rend au site web. Ça va connecter tout ça et vous donner plus de stats de votre côté d'analytique. Si je suis satisfait, j'ai un bouton ici envoyer courriel de test encore, envoyer la campagne. On peut retourner à modifier le courriel ou on peut fermer et revenir plus tard à travailler là-dessus. Donc, si je le ferme, ma campagne reste en brouillon.
je peux y revenir à n'importe quel moment et retravailler là-dessus. Donc, voilà. OK. Donc, je suis satisfait. On peut aller envoyer ma campagne et on peut aller fermer. Ça va se faire en arrière-plan. J'ai ici. Oh, parfait. L'envoi est en train de se faire. Je le vois ici dans ma boîte d'envoi comme qu'il est planifié. Normalement, quand on planifie un envoi, euh, on met un délai d'une minute au cas que vous aurez peut-être fait une erreur pour vous donner la chance de pardon, revenir et euh, modifier ou l'annuler ou le mettre en pause si jamais. Euh, il y aurait une erreur de fait, ça peut arriver des fois. Une fois qu'il va être envoyé, il va être dans ma boîte des envoyés. Mes brouillons vont se retrouver ici et ici, j'ai mon beau gabarit qu'on a créé ensemble un peu plus tôt. Pour le reste, on a 2-3 minutes avant la période de questions. Je vais juste survoler rapidement les autres fonctions que nous avons. Les fonctions suivantes vont requérir une souscription premium, mais je vais vous les montrer rapidement. On a le test AB. Donc, le test AB nous permet d'envoyer, par exemple, deux, deux versions différentes d'un courriel à une même base et on est capable de soutirer plus d'informations euh, ou on est capable de voir laquelle de nos deux campagnes performe le mieux. Donc, si on est indécis, par exemple, sur deux courriels, par exemple, est-ce que je veux mettre ma bannière de promotion dans le haut ou dans le bas de mon courriel? Je peux le faire à partir d'ici. Donc, je peux créer mon courriel, euh, l'enregistrer comme gabarit et ensuite le reprendre ici et juste modifier l'emplacement de ma bannière. OK? Et quand on arrive à l'étape pour mettre les informations, donc la division du courriel, ça va être envoyé à 50% chacun. La répartition de la partie test, donc pour tester, je veux tester ça sur, par exemple, 20% de ma liste. Une fois qu'on a déterminé un courriel gagnant, on va envoyer la balance de 80%. Ensuite, on a d'autres on peut sélectionner la date où ce qu'on veut déterminer un gagnant, donc une période de test. Habituellement, nous, de notre côté, on va recommander peut-être 6 heures de temps minimalement pour donner ou laisser la chance aux gens de euh, regarder au courriel et agir dessus. Et ensuite, on peut aussi mettre une sélection pour dire si personne n'a gagné à telle date, on envoie courriel A, courriel ou courriel B par défaut et c'est tout. OK? Donc, voilà. Et la dernière fonction qu'on a qui va ressembler à ça un petit peu, c'est les automatisations qui requièrent aussi, qui fait partie aussi des plans premium. Donc, si je vais créer une automatisation, je peux sélectionner un objectif de marketing. Si je veux prendre soin de la communauté, vendre, stimuler, etc. Et rendu ici, on peut voir un set de conditions et d'actions. Donc, je lis mon automatisation à une liste et ensuite j'ai des conditions. Donc, je peux mettre des délais, des conditions de si ou sinon. Donc, si, par exemple, ici, je m'inscris, on met un délai après 1 seconde, on va faire une action, on envoie un courriel et ici, on peut aller chercher le si ou le sinon. Et avec nos filtres, on peut dire, OK, tous ceux qui ont pas cliqué sur la première campagne ici, qui était notre campagne sans titre, et on pourrait même aller chercher le lien en question. Bon, s'il a cliqué, envoie-lui le courriel
A, puis s'il n'a pas cliqué, on pourrait lui envoyer un courriel B. Donc, en gros, l'automatisation, ça fonctionne comme ça. C'est un flow à partir d'un point de départ qui est souvent l'inscription ou l'injection manuelle à un flow pour lui faire descendre un parcours basé sur ce que nous voulons accomplir. Donc, ça peut être aussi de mettre à jour des informations. Donc, si une personne suit un parcours spécifique, on pourrait le déterminer comme client VIP ou bien client désintéressé, des choses comme ça. On peut utiliser les bouclages pour les courriels d'anniversaire et des renouvellements de souscription. Euh, et voilà. Donc, on a quelque chose comme ça qui existe aussi. Encore une fois, je voulais juste survoler les fonctions vu que j'ai vu on avait encore un mini peu de temps. Et voilà, on ira un peu plus en détail dans les futurs webinaires.